Bonjour à toutes et à tous. Tout au long de l'année, notre télé donne la parole aux acteurs du territoire sur différents sujets de la vie locale. Alors, à l'occasion de cette période d'élection municipale, on vous propose une série de débats avec les candidats des principales villes de l'agglomération grenobloise. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Saint-Martin-d'Air. Deuxième commune de l'Isère et de l'agglomération, avec plus de 38 000 habitants. Saint-Martin-d'Air est une ville au passé ouvrier qui héberge aujourd'hui une grande partie du campus universitaire grenoblois et un nouveau cœur de ville avec le centre commercial Nerpic sorti de terre pendant le dernier mandat. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 5 maires, tous communistes, se sont succédés à la tête de la ville. Le dernier, David Queiroz, est en place depuis 2014. Lors du dernier scrutin en 2020, il a été réélu dès le premier tour avec plus de 53% des voix, malgré la présence de 3 autres listes. Et pour cette nouvelle élection, on retrouve à nouveau 4 candidats qui ont accepté de débattre sur notre antenne. Je vous les présente par ordre alphabétique. Alexandre Lacroix, bonjour. Bonjour Thibault Leduc. Vous menez la liste Une ambition pour Saint-Martin-d'Air. Vous avez 36 ans. Vous êtes membre de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Vous avez été candidat aux législatives l'an dernier sur la première circonscription de l'Isère, qui regroupe Grenoble et le Grésivaudan, mais pas Saint-Martin-d'Air. Ça veut dire que vous avez emménagé récemment sur la commune ? J'ai emménagé l'année dernière sur cette commune que je connais bien quand même, puisque j'y ai passé plus de 10 ans de ma vie universitaire ou professionnelle sur le campus. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui dans quel La gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine. Je faisais le lien avec votre appartenance à l'UDR. Comment vous positionnez votre liste ? Elle a été classée par la préfecture à l'union de l'extrême droite. Les classifications un peu mesquines du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Non, mais c'est une liste. Moi, j'ai mis sur le bulletin de vote Union de la droite et du Rassemblement national. Je pense que c'est parfaitement transparent. Donc, je suis la droite alliée avec le RN. Bon, c'est votre première candidature à des élections municipales ? Tout à fait. J'avais été candidat au municipal sur la liste de Jean-Claude Perrin-Mélan il y a 6 ans. Très bien. En face de vous, David Queiroz, bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle SMH en avant. Vous êtes le maire sortant. Vous avez 50 ans encore, j'ai envie de dire, puisque je crois que l'anniversaire est dans quelques jours. Mais à l'heure où on enregistre ce débat, vous êtes encore dans cette tranche d'âge-là. Maire, je le disais, depuis 2014. Vous vous présentez pour un 3e mandat. Mais je crois que vous siégez au conseil municipal depuis plus longtemps que ça. Hein. Depuis 1999, oui. Vous avez été un jeune élu à l'époque. Vous êtes également conseiller communautaire, conseiller départemental. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un professionnel de la politique ? Je suis un militant, très inscrit dans la politique, mais professionnel, c'est pas un métier. Il s'agit de mandat, donc je l'assume avec militantisme. On peut exercer une autre activité professionnelle quand on est maire d'une commune comme Saint-Martin-d'Air ? Tout est possible. Ce n'a pas été mon choix. J'estime qu'une ville comme Saint-Martin-d'Air nécessite un temps plein. Et voilà, comme vous l'avez indiqué, conseiller communautaire, conseiller départemental, ça nécessite beaucoup de temps. Et en tout cas, j'arrive bien à nouer ces trois dimensions-là dans mon parcours. Alors vous êtes membre du Parti communiste et vous avez également le soutien officiel du PS dans cette campagne ? C'est le cas, oui. C'est pour ça que vous avez une liste qui est identifiée Union de la gauche ? Tout à fait. Avec également la France Insoumise, le parti de gauche. On a le soutien de Génération S également et bien sûr de beaucoup d'habitants de Saint-Martin-d'Air, de la société civile. Alors des socialistes, on en retrouve aussi sur la liste de Paul Saou. Bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle CAP SMH. Vous avez 63 ans, vous êtes médecin généraliste. Vous avez exercé dans le quartier de la Renaudie à Saint-Martin-d'Air. Vous êtes toujours en fonction aujourd'hui ? Oui. Vous êtes membre du PS et pourtant, vous n'avez pas le soutien de votre parti. Comment vous expliquez ça ? Alors, j'ai des convictions socialistes, mais il y a 1 an et demi, quand nous avons commencé à créer cette liste qui s'appelle CAP SMH, j'ai regroupé des Martinéroises et des Martinérois d'horizons différents. Et après de quelques aventures, nous avons décidé de rester en liste citoyenne uniquement. Alors vous êtes classé par la préfecture divers centres. Est-ce qu'il y a d'autres partis qui vous soutiennent officiellement ? Il n'y a aucun soutien officiel de parti. Nous restons une liste citoyenne pure. D'accord. Alors vous avez dans votre équipe en numéro 3 un membre de Renaissance, Philippe Charlot, qui est un élu de Saint-Martin-d'Air. Je crois qu'il y a une ancienne adjointe de David Queiroz, un conseiller municipal écologiste aussi. Vous assumez la pluralité des parcours de votre liste ? Tout à fait. Pour moi, c'est la définition d'une liste citoyenne. En janvier, parce que j'ai suivi un petit peu ce qui se passait en coulisses, il était question de faire une liste commune avec les écologistes. Pourquoi ça n'a finalement pas abouti ?
Ça fait partie de notre aventure de liste citoyenne. Nous nous sommes rapprochés. Après, nous avons eu des divergences, donc nous n'avons pas continué ensemble et nous sommes revenus à la liste citoyenne d'origine créée il y a 1 an et demi. Très bien. Alors la dernière liste dont je faisais référence, c'est celle qui est menée par Sigrid Thomas. Bonjour. Bonjour. Nouvelle Ère, c'est le nom de votre liste. Vous avez 51 ans. Vous êtes ingénieur et juriste. Vous arrivez à concilier les deux activités dans la même activité professionnelle ou... Tout à fait. Ouais. Vous travaillez dans quel secteur? Je travaille dans le transfert de technologie de la recherche à l'industrie et donc il y a besoin des compétences doubles. Alors vous êtes membre des écologistes. Votre liste est positionnée divers gauche par la préfecture. Je crois qu'il y a d'autres partis qui vous soutiennent. Oui, donc il y a les écologistes, Place Publique et Go Citoyenneté qui nous soutient pour notre démarche citoyenne. Et beaucoup de sympathisants qui se reconnaissent dans les valeurs que l'on porte de gauche et écologistes. Alors avant d'essayer de vous unir avec Paul Sao, vous aviez aussi, fin d'année 2025, tenté un rapprochement avec la liste de David Queiroz. Pourquoi ça? Alors c'est pas fin 2025, c'est courant, début 2025 même. J'avais encore une interview de Denise Fèvre en octobre 2025, donc c'est pour ça que je faisais référence à cette période. Oui, les écologistes, fidèles à ce que porte Cyrielle Châtelain, souhaitent le rassemblement de la gauche et des écologistes. Ça n'a pas été possible. Voilà, les personnes en place n'ont sans doute pas envie de faire un partenariat et d'infléchir leur politique pour que notre courant soit pleinement représenté et que nous puissions impulser quelque chose d'un peu différent. Vous n'avez pas voulu prendre la main qu'on vous tendait, David Queiroz? Je décrypte un peu les paroles de Sigrid Thomas. Je vais décrire l'histoire comme elle s'est déroulée. Il s'avère que Madame Thomas, le premier acte politique qu'elle a eu, c'est d'aller discuter avec des macronistes. D'ailleurs, elle compte des membres, anciens membres de soutien de Macron sur sa liste. Donc voilà, on ne peut pas faire du rassemblement à gauche sur des bases de cette nature. Donc une alternance à gauche et écologiste, claire pour un nouveau souffle à Saint-Martin-d'Air. Est-ce qu'il y a déjà des discussions d'alliance éventuelles entre la liste de Paul Sao et la vôtre pour un second tour? Non. Non, des deux côtés? Non. Chacun dans son couloir pour l'instant. Très bien. Alors la règle de ce débat, c'est les candidats qu'on invite qui la font, qui choisissent les thématiques. Je vous ai demandé à chacun de me flécher 2 thématiques qui vous paraissaient importantes dans cette campagne. Vous connaissez beaucoup mieux le territoire de Saint-Martin-d'Air que moi ou que les journalistes de la rédaction. Donc j'ai 8 thématiques à traiter. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire. Donc je vous ai demandé un petit ordre de priorité. Ça dépendra aussi un peu de la façon dont vous débattez sur ces sujets. En tout cas, on va parler de santé, de sécurité, d'urbanisme, d'économie, de finances publiques, de démocratie locale, peut-être de jeunesse et de culture également, si on a le temps. Et on va commencer par l'aménagement urbain. Saint-Martin-d'Air a changé en 6 ans, avec notamment l'ouverture du centre commercial Nerpic en plein centre-ville. David Queiroz, vous considérez que c'est l'une des réussites de votre mandat, cette ouverture qu'on voit en image là? C'est l'évidence, c'est une réussite. Effectivement, il s'agissait de corriger une inégalité spatiale dont sont beaucoup trop victimes les villes de banlieue, à savoir ne pas avoir de centre-ville. Nerpic est là, un centre-ville qui désormais est le tambour battant de la ville et j'allais dire un des centres, une polarité nord-est qui fonctionne très bien avec bien sûr des restaurants, des activités de loisirs, des commerces, autant d'activités qui étaient utiles dans la proximité en faveur des Martinéroises et des Martinérois. Et voilà, je dirais dans un instant ce qui se décline en termes de perspective sur Nerpic et autour de Nerpic, mais clairement, il s'agit d'une réussite, plus de 5 millions de visiteurs par an, avec, encore une fois, Nerpic est vraiment au cœur des mobilités de transport en commun, des mobilités douces. Donc clairement, Saint-Martin-d'Air avec Nerpic, un centre-ville qui est désormais présent et qui est orienté également vers l'avenir. Sigrid Thomas, les écologistes avaient été très critiques de ce projet. Je me souviens de la campagne précédente en 2020. Maintenant que le résultat est connu, quel est votre positionnement sur... Alors, Nerpic est ici, on ne va pas le déconstruire, rassurez-vous.
Par contre, le flot de véhicules qui incessant jusqu'à Nerpic, malheureusement, avec Intermarché qui va bientôt fermer son parking, on va voir où vont se mettre tous ces automobilistes. Et donc, en fait, moi, j'aimerais vraiment attirer l'attention sur le reste de Saint-Martin-d'Air parce que Nerpic n'est ni le centre-ville, ni le centre du monde. Il y a plein d'autres quartiers à Saint-Martin-d'Air qui méritent notre attention. Et si on veut rester dans le quartier Péry, il y a vraiment besoin de conduire des aménagements importants. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que ce projet est soi-disant lancé. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe même que des choses un peu incohérentes. La dernière piste cyclable qui a été faite, en fait, quand on est sur ce Péry et qu'on veut aller vers Lidl, on se retrouve sur un petit trottoir de 50 cm de large en vélo avec en face de nous les personnes qui sortent de Lidl avec leur sac cabas et qui se disent « Oh mon Dieu, un vélo en face de moi sur une petite piste comme ça de 50 cm de large, mais comment je fais ? Qui se jette sous les roues du camion qui passe à côté ?» Donc en fait, il y a vraiment un manque de vision pour l'aménagement de cette grande zone, et je dirais de façon générale à Saint-Martin-d'Air. On fait du tachisme comme ça, voilà. Alors là, on a posé une piste cyclable, mais on n'a aucune vision, il n'y a aucune expression, aucune information des citoyens sur comment va être aménagée cette grande zone de Péry. Et donc là, c'est vraiment un souci démocratique parce qu'on n'a pas accès à l'information et je pense même qu'en fait, il n'y a pas de vision, c'est ça le problème de base. Paul Saou, on fera réagir David Kéros, on est sur un format débat, mais d'abord sur ce point de l'aménagement urbain de manière globale et puis sur le projet Nerpic qui a vu le jour l'an dernier. Moi, je me base sur les écoutes de cette campagne municipale, les déplacements que j'ai faits sur le terrain. Ce que j'ai pu remonter des habitants, des différentes associations également que j'ai rencontrées, c'est qu'on est dans une mosaïque de quartiers qui n'est pas véritablement unie. Donc pour Saint-Martin-d'Air, moi ce que je vois, c'est une union entre ces quartiers. Il y a plusieurs moyens de faire cette union. Ce peut être des parcours piétons aménagés, fléchés, avec des distances comme quand on se promène dans la nature. Ce peut être une meilleure identification des pistes cyclables. Et puis, il y a un quartier qui est oublié à Saint-Martin-d'Air, qui est le campus. Saint-Martin-d'Air, c'est une grande ville universitaire. Ce campus fait partie de Saint-Martin-d'Air. Je pense qu'il faut le mettre en valeur. Je pense qu'il faut l'unifier aux autres quartiers de Saint-Martin-d'Air, puisque c'est un lieu de richesse qui peut être partagé à travers un pacte entre la ville et le campus. Alors, il y a beaucoup de pistes sur ce pacte d'interaction entre les étudiants, l'entrepreneuriat dynamique qu'ils peuvent amener sur Saint-Martin-d'Air. Mais là, nous parlons d'urbanisme. Donc, dans l'urbanisme, pour moi, ce qui est très important, c'est ce lien, cette humanité qui peut se créer entre les différents quartiers. Alexandre Lacroix. Déjà, je vais commencer par rendre à César ce qui est à César et à David Kéros ce qui est à David Kéros. C'est un beau projet, Nerpic. C'est à fond d'une possibilité d'attractivité. Et, moi, ma liste s'appelle Une ambition pour Saint-Martin-d'Air. Le fait d'avoir fait contre, on va dire, une partie de vos alliés politiques, contre même, de manière plus doctrinale, c'est pas ce qu'il y a de plus instinctif de voir une mairie communiste faire appel à plus de 200 millions d'investissements privés pour, en face d'une maison communale, avoir un magnifique centre commercial attractif. Donc déjà, c'est un point extrêmement positif sur lequel je voudrais, en effet, avec ma liste, développer une ambition d'attractivité. On parle d'aménager Gabriel Péry en grand boulevard urbain. C'est effectivement une bonne idée, mais j'ai hélas bien peur que c'est le genre d'initiative qui va appeler à un moment ou à un autre, dans les années à venir, à plafonner pour des raisons idéologiques, doctrinales. Nous sommes quand même une commune avec beaucoup de logements sociaux. Nous sommes une commune avec une très forte fiscalité foncière. Et au-delà même de réfléchir sur l'aménagement urbain, il y a évidemment la piste cyclable sur la zone d'activité des Clairons qui est quand même... je connais personne qui la trouve bien. C'est quand même visiblement un aménagement qui n'a pas été fait de manière pertinente. Mais au-delà de toutes ces questions d'aménagement, je pense que c'est vraiment sur l'identité de la ville, qui se concrétise évidemment par la politique d'urbanisme, mais l'identité et l'ambition de la ville. On a une première pierre, je pense, qui a été posée avec pertinence. D'ailleurs, les écologistes, maintenant qu'il y a Nerpic, on ne sait plus trop bien pourquoi
qu'est-ce qu'ils peuvent porter encore comme message, puisque ça a été quand même leur grande opposition pendant plus de 20 ans. Et moi, je souhaite aller au-delà, faire une véritable politique d'attractivité de la ville, d'aménagement en effet qualitatif de Gabriel Péry, mais aussi des entre-axes structurants de la ville. Mais pour cela, je pense qu'il faut vraiment changer de mentalité. Certains m'ont reproché que j'étais, on va dire, de manière assez récente sur Saint-Martin-d'Hères, bien que j'y sois né et que j'y étais pendant 10 ans. Je pense que c'est en fait une force que j'ai, parce que je n'ai pas été imprégné de tous les débats qu'il y a eu dans cette municipalité pendant 25 ans, et où, je pense avec justesse, monsieur le maire a réussi à porter en tout cas son projet, mais où maintenant, du coup, on se retrouve, avec un manque au final de perspective. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait Nerpic ? Est-ce qu'on va jusqu'au bout d'être une commune qui attire le business, qui attire les investisseurs privés, qui essaye on en discutera après, par la sécurité aussi, voilà, de donner envie, vous parliez du campus universitaire. C'est vrai que ça serait bien que quand on vient étudier de partout en France et qu'on arrive sur Saint-Martin-d'Hères, on se dise, j'ai envie de rester dans la ville en fait. Elle est bien cette ville, il y a Nerpic, il y a des quartiers sympas, mais pour cela, je pense qu'il faut vraiment changer de manière globale le cadre de pensée. C'est l'objectif de ma liste, une ambition pour Saint-Martin-d'Hères. David Gaos, Nerpic, c'est la vitrine qui cache d'autres manques d'aménagement dans la ville. C'est un peu la critique que j'entends sur ce premier tour de table. Alors Nerpic est une locomotive et Nerpic n'est pas une fin en soi. Il y a cette volonté effectivement, mais qui date de plus de 20 ans, de transformer l'avenue Gabriel Péry en boulevard urbain. Nerpic va se développer, j'allais dire, au sein même de sa parcelle, à savoir qu'un cinéma 6 salles va ouvrir d'ici la fin de l'année grand public. Il y a également une enseigne qui s'appelle Cultura qui va s'installer. Donc clairement, on est sur la diversification de l'offre à cet endroit-là. Et lorsqu'on va de l'ouest vers l'est, alors effectivement, il convient d'apporter des améliorations. Quand je parle de transformation de l'avenue Gabriel Péry en boulevard urbain, c'est effectivement redonner une bonne part modale au cycle, c'est indéniable, également au transport en commun, et bien sûr veiller à ce qu'on puisse désimperméabiliser aussi l'avenue Gabriel Péry, autrement dit planter des arbres. C'est une volonté qui est la mienne depuis plus d'une dizaine d'années. Le développement économique autour de Nerpic est à l'œuvre aujourd'hui. J'en veux pour preuve qu'en face de Nerpic, il y a un bâtiment qui se construit. On parlera, je crois, dans un instant de santé, donc des fonctions de santé s'installent nouvellement. J'indiquerai d'ailleurs de bonnes nouvelles en la matière lorsqu'on abordera la question de la santé. Clairement, il y a ce développement-là sur Nerpic, il y a également ce développement-là à proximité du domaine universitaire. Là aussi, encore un projet très marqué d'Hydrolabs qui va accueillir et qui accueille d'ailleurs désormais Hewlett-Packard Entreprise, on l'appelle désormais comme ça, Hewlett-Packard, on disait HP, désormais il faut dire HPE. Donc des emplois nouveaux, des start-up qui s'installent et qui sont beaucoup plus en synergie avec le domaine universitaire. Le domaine universitaire est très satisfait de l'arrivée de Nerpic. Clairement, Nerpic a joué ce rôle de liaison entre la ville, j'allais dire, et domaine universitaire. L'avenue Gabriel Péry, elle marque trop la frontière entre ces deux dimensions. La volonté urbanistique de la majorité de l'équipe que je conduis est vraiment celle qui est axée sur essayer de déterminer, d'avoir un projet de ville qui fasse que désormais on puisse dire que le domaine universitaire fait partie de la ville. C'est partagé d'ailleurs par les dirigeants et la présidence de l'université de faire que ce domaine universitaire qui a été constitué, j'allais dire, de manière très introvertie, il puisse s'ouvrir sur la ville. Thierry Thomas, c'est des projets qui correspondent à ceux que vous avez évoqués il y a quelques instants. S'ils sont mis en place, oui, on pourra se retrouver, mais il faut aller plus vite, plus fort. Il faut vraiment investir. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder le sujet des finances, mais j'aimerais vraiment y revenir parce que c'est un point clé par rapport à ça, toute cette dynamique. Voilà, c'est une question de rythme. Il ne suffit pas d'afficher qu'on va mettre des arbres, il faut le faire. Il ne suffit pas d'afficher qu'on veut rénover, il faut rénover. Et dans les finances publiques actuelles, on a fait un bilan, on a pris des chiffres, on a vraiment, voilà, j'ai la chance d'avoir un économiste dans mon équipe qui est vraiment au top. Et donc, il a posé comme bilan que donc on a plus de recettes que d'autres. On a pris un panel de villes un peu comparables avec les quartiers populaires de la ville. Et un petit peu plus de dépenses que les autres. Mais on épargne un tiers de plus que les autres, on est beaucoup moins endetté que les autres et on investit un tiers de moins que les autres.
En fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'en fait, on laisse l'argent dormir à la banque. Et pendant ce mandat, il y avait moyen d'avoir de l'argent pas cher. Et pourquoi vous n'avez pas investi plus vite, plus fort, pour aller plus vite faire ces transformations sur Péry, pour rénover plus d'écoles, pour aller plus vite dans tout ce qu'il faut faire en termes d'isolation thermique, en termes de transformation de la ville, pour qu'elle soit agréable pour notre santé, on y viendra après. Mais voilà, mon message, c'est celui-là, plus vite, plus fort. Un peu frileux, David Queiroz, sur ce mandat, en termes de dépenses et d'investissement? Clairement pas. Un mandat qui a été marqué par 80 millions d'investissements sur 6 ans. Ça fait plus de 13 millions d'euros par an. Clairement, on est au-dessus de la moyenne. Je suis moi-même économiste de formation, donc voilà, je serais ravi d'ailleurs de débattre avec votre collègue, mais clairement, je ne souscris pas à l'analyse qui vient d'être décrite par Madame Thomas. Paul, c'est passionnant parce que c'est bien un débat de gauche. On a deux on va dire, satisfaits sur la situation des finances et personne ici se dit tiens, peut-être baisser la fiscalité alors s'il y a des marges de manœuvre. Dans notre malheur, il s'avère qu'on est à côté de Grenoble où il y a la taxe foncière qui est encore plus forte que Saint-Martin-d'Air. Donc du coup, les gens sur Saint-Martin-d'Air, les propriétaires quand même râlent. Mais après, s'ils ont un collègue ou si eux-mêmes sont propriétaires à Grenoble, ils peuvent faire la comparaison. Mais le trou noir grenoblois ne doit pas faire négliger le fait qu'on a une fiscalité, notamment foncière, particulièrement élevée. Donc toujours à vouloir dépenser, faire des investissements, évidemment, il faut faire ce qui doit être fait. Mais je pense qu'il doit y avoir une priorité numéro 1, notamment si on cherche cette politique d'attractivité, de vouloir faire rester les étudiants après une fois qu'ils sont dans la vie professionnelle, de vouloir faire venir d'entreprises, baisser la fiscalité, notamment la fiscalité foncière, faire que les gens aient envie d'investir dans notre ville, c'est une priorité. Et donc, s'il y a des marges de manœuvre, il y a en effet quelques éléments positifs dans le bilan budgétaire. Après, il y a l'association Contribuables Associés qui a fait un diagnostic des communes et qui a fait sur toutes les grandes communes de France, assez impartial. Ils peuvent classer mal des communes comme Échirolles ou bien des communes qui sont de droite, ou de même, à l'inverse, classer bien des communes comme Lyon qui sont pas d'une étiquette, enfin qui sont d'une étiquette plutôt à gauche. Et il ressort de cet audit, de cet argus des communes, que voilà, en matière de dépenses de fonctionnement, Saint-Martin-d'Air, on paye particulièrement cher. Donc on a déjà beaucoup de services. Certains sont satisfaits. Après, c'est un choix politique. Il y en a qui peuvent dire plus, d'autres qui peuvent dire moins. C'est le but du débat démocratique de faire après arbitrer les citoyens. Mais en attendant, ce que je constate, c'est que même quand on déclare qu'il y a des marges de manœuvre, au lieu de se dire, bah tiens, faisons de notre ville un pôle d'attractivité, baissons la fiscalité, on veut lancer d'autres investissements, d'autres éléments. Une petite incise sur l'aménagement de Gabriel Péry. J'entends parler des mobilités douces, du vélo. C'est quand même ce centre NERPIC, c'est entre Grenoble et aussi le Grésivaudan. Je ne vois pas des familles, je ne sais pas, depuis Saint-Imier. Il peut y en avoir, les sportifs dans le Grésivaudan, mais venir le papa, la maman, les 3 enfants, tous en vélo, pour aller-retour, pour faire leurs courses. Donc, quand j'ai discuté avec des commerçants, avec des habitants autour de Gabriel Péry, il n'y a personne qui m'a dit qu'il y avait un problème d'accès de NERPIC à vélo. Je pense qu'il ne faut pas partir. On l'a vu avec les Glairons, qui est en vrai une catastrophe. Je me demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore, qu'il n'y ait pas eu d'accident, parce que c'est quand même pas c'est contre-intuitif de rouler là-bas en voiture. Mais clairement aussi, sur comment on rend attractif, comment on aménage l'espace. Je sais que c'est Grenoble, c'est l'agglomération grenobloise, c'est la mode des mobilités douces. Il y a aussi beaucoup de gens qui, pour différentes raisons personnelles, géographiques ou que sais-je, ne sont pas des ingénieurs à vélo, quoi. Et donc, avoir un centre commercial accessible aussi quand même principalement au principal véhicule de déplacement des Français qui sont la voiture, c'est quand même une chose positive. Paul Saoud, peut-être sur les finances, puisque ça a été abordé par Alexandre Lacroix, est-ce que ça fait partie des préoccupations que vous avez ressenties en priorité auprès de la population de Saint-Martin-d'Air ? Alors, nous étions sur l'urbanisme, je vais y revenir et je rebondis sur ce que vous dites. Oui, il faut écouter les Martinérois. Et si on écoute les Martinérois, je ne pense pas que NERPIC soit le nerf de la guerre. Pour les gens vivant à Saint-Martin-d'Air, le problème d'urbanisme, c'est le problème d'insalubrité de beaucoup d'endroits, de beaucoup de zones abandonnées qui créent l'insécurité à Saint-Martin-d'Air. Si l'on veut y remédier, pour avoir écouté les habitants, nous proposons de faire une foncière commerciale qui reprenne ces locaux abandonnés pour les mettre à disposition à des loyers modérés. Alors ça peut être à des jeunes étudiants pour rebondir sur le campus, ça peut être aussi à d'autres types d'activités. Saint-Martin-d'Air, il faut que ça soit un centre d'attraction d'abord pour sa population, non pas pour les gens venant de l'extérieur, sinon nous allons vite saturer. NERPIC, qui est décrit comme un centre-ville,
Oui, je ne vois pas comment un centre-ville peut être aussi sécurisé que celui de Nerpic et avec des heures d'ouverture particulières. Je crois que nous sommes peut-être la seule commune à avoir un centre-ville qui soit cadenassé à certaines heures. Très bien. Est-ce que sur ce sujet de l'urbanisme, vous voulez rajouter des choses ou on enchaîne sur les autres thématiques que vous avez pointées? On a parlé de sécurité là, de façon indirecte. C'est un des thèmes récurrents dans cette campagne des municipales, quelles que soient les villes, de gauche ou de droite, pour avoir fait plusieurs débats là, depuis ces dernières semaines. 10 jours d'ailleurs après l'ouverture de Nerpic, il y avait eu un premier braquage dans une bijouterie, je me souviens. Alexandre Lacroix, vous avez fait une de vos priorités, la sécurité. C'est ma priorité. Et ce qui m'a étonné, c'est... Je vais donner un peu de off. En préparation du débat, vous avez dit, c'est bien, il n'y a pas de doublon sur les thématiques proposées. C'est-à-dire, j'en déduis, je suis le seul à avoir proposé comme thématique la sécurité pour être abordé lors de ce débat. Avec 2 choix, donc sur une campagne, on peut avoir beaucoup de priorités. C'est la problématique numéro 1 des Martinérois. Et aussi, surtout, il y a des sondages nationaux qui attestent des Français. Vous avez parlé, effectivement, c'est croquignolesque. On ouvre un beau centre commercial, au bout de 10 jours, bam, premier braquage. Donc, il y a des choses qui sont actuellement faites qu'il faut panier. Encore une fois, moi, je suis toujours satisfait quand un opposant de gauche ou communiste va contre ses idées et défend contre une partie de sa majorité d'armer la police municipale, d'augmenter les budgets de la police municipale. Quand une de ses élus, avec courage, va aussi occuper des points de deal, ça, c'est des choses positives. Et moi, au-delà de mon étiquette politique, quand il y a des choses positives qui sont faites, j'en prends acte et je rends aux gens ce qui leur appartient. Mais malgré tout, voilà, on va plafonner un truc tout bête. C'est de la considération politique, mais pour moi, c'est primordial. Monsieur Kéros, quand il expose ses soutiens, il expose le soutien de la France insoumise. On ne peut pas, d'une main droite, augmenter la police municipale, essayer d'augmenter son armement, dire qu'on déploie en partenariat avec la région de Laurent-Wauquiez des caméras de vidéoprotection, c'est bien de le faire, et de la main gauche, accepter, surtout vu le contexte actuel, le soutien d'un mouvement qui est clairement anti-police, signé avec ça, mais qui est aussi antisémite, qui sort de la République. Donc, c'est ce genre de contradiction que sur toutes les thématiques, avant d'aborder l'économie, les finances, la sécurité, que je retrouve à chaque fois. Donc déjà, je pense qu'on peut monter plus loin. J'ai été agréablement surpris quand j'ai découvert le prospectus de M. Saou, qui va encore plus loin que moi, parce que lui, il propose un effectif de police municipale de 50, je propose 45. Bon, après, quand on gratte un peu, on voit que c'est assez superficiel. J'ai cru comprendre en vous lisant dans les affiches que vous étiez un lecteur des politiques d'Aristote. Je vous invite à lire les catégories, où on apprend qu'on doit appeler un chat un chat. Quand je dis moi qu'il faut 45 policiers municipaux, c'est 45 policiers municipaux, c'est pas 45 nounous, c'est pas 45 médiateurs, c'est pas 45 policiers de proximité qui font du football avec tous les gens. Non, c'est 45 policiers municipaux qui font respecter la loi et l'ordre sur la commune. Et ça, clairement, c'est ma priorité, c'est la priorité des habitants. C'est ce que j'ai mis en avant dans ma profession de foi. Et pour moi, c'est au-delà même on pourrait dire une considération politique, c'est le candidat de droite qui parle de sécurité. Non, c'est la sécurité, c'est la première liberté, c'est une conviction philosophique profonde. Il faut que, pour l'attractivité de la commune, il faut que les gens ils aient envie de venir, il faut que Saint-Martin-d'Hers, voilà, et elle ait cette image ville sûre. Donc, peut-être laisser parler, mais... Paul Saou, sur ce sujet de la sécurité, où tout le monde a des propositions visiblement assez concrètes. Alors oui, les sécurités, c'est un droit fondamental, mais je reprends bien le terme « les sécurités ». Combattre l'insécurité, c'est connaître également et étudier, écouter qu'est-ce qui est à la source des insécurités. L'insalubrité est une cause d'insécurité. Le manque d'écoute des habitants, le manque d'accès pour les jeunes à des MJC qui ont été fermés. C'est pas le rôle de la police municipale de... Peut-être un peu sur la salubrité. Mais je ne parle pas de la police municipale, là je parle du thème des sécurités. C'est-à-dire que pour remédier à la sécurité, effectivement, il faut que chacun remplisse son rôle, mais il y a aussi un rôle qui est prioritaire à remplir dans le thème des sécurités, c'est à comprendre quelle est l'origine de l'insécurité. Moi, c'est un thème que je connais bien, puisque je suis médecin et que je me suis installé en quartier politique de la ville. Je n'ai pas commencé au quartier politique de la ville, à sa frontière. Et ce qui m'a fait déménager au sein du quartier politique de la ville, c'était l'abandon de ce quartier. C'était une zone qui était devenue une zone de non-droit. Donc je suis allé installer un centre de santé pour redonner de la vie à ce quartier. C'était une véritable volonté. Par la suite, il y a eu la crise sanitaire et j'ai créé un centre de vaccination et de dépistage au sein du quartier politique de la ville, avec l'aide du renfort militaire.
Donc on a redynamisé ce quartier, on lui a redonné une vie. Donc combattre les insécurités passe aussi par ces actions-là. Il y a effectivement l'action de la police municipale, mais qui doit être coordonnée avec d'autres acteurs que sont les ASVP. Vous parliez du centre de vous parliez des effectifs. Moi, dans mon programme, vous avez vu que je parlais également d'une vidéoprotection raisonnée et d'un centre de supervision urbaine avec des agents habilités que peuvent être les ASVP. Et les médiateurs font partie également de cette tranquillité publique. Avoir un cadre de vie agréable, c'est un cadre de vie dans lequel les agents de police sont connus, sont respectés parce qu'ils font de l'îlotage. Donc sur ces thèmes purs de la sécurité, il y a effectivement la police municipale, mais pas que. Combattre l'insalubrité, combattre ces locaux qui sont fermés. Sur la place de la République, nous avons le trésor public qui est fermé. Ce sont des choses vers lesquelles il faut aller. La commune n'a pas toutes les compétences, mais la commune peut participer pour améliorer le cadre de vie des habitants. En écoutant les habitants et en leur posant franchement la question « Vous sentez-vous en insécurité ?», je pense qu'ils souffrent beaucoup d'incivilité plus que d'insécurité. Et combattre les incivilités, c'est aussi un axe fort, parce que pour pouvoir vivre agréablement, il faut aussi pouvoir vivre sans incivilité. Moi, j'étais dimanche dernier sur la place Étienne Grappe, qui jouxte le centre de santé, un quartier que je connais très bien. Le cadre de vie n'était pas apaisé. Donc, il y a des solutions, tout le monde en parle. Oui, il faut artificialiser certaines surfaces pour combattre l'érodé urbain. Il y a toute une logique, même l'écologie a sa place dans le cadre de vie. Créer des jardins publics au lieu d'avoir des espaces verts qui sont plus ou moins occupés par des personnes qui ne devraient pas être là, c'est leur redonner une certaine valeur de promenade pour les familles. Donc le thème des sécurités est un thème global. On parlera plus tard de l'accès aux soins qui fait partie des sécurités. Il ne faut pas oublier aussi les personnes âgées, enfin toutes les générations de Saint-Martin-d'Air, chacun à sa place. Thomas, est-ce qu'il faut plus de moyens pour là où les sécurités à Saint-Martin-d'Air ? Un environnement sécurisant, oui. Clairement. Mais la sécurité, c'est pluriel. Là, je rejoins M. Saou. Effectivement, il faut renforcer la présence humaine sur le terrain, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui remonte de toutes les discussions qu'on a dans les quartiers et partout. Et je pense aussi qu'il faut garder à l'esprit qu'une personne sur 5 à Saint-Martin-d'Air vit sous le seuil de pauvreté. Et que la première des insécurités, c'est la précarité. C'est le risque de perdre les services publics. Quand on nous annonce qu'on va diminuer les rentrées et les impôts, on nous dit en creux qu'on va diminuer les services publics. Et drastiquement, si vous augmentez le nombre de policiers quelque part, vous allez encore plus diminuer les services publics. Donc oui, la précarité est le premier facteur insécurisant à Saint-Martin-d'Air. Discours de gauche typique. Voilà. On parle de tout sauf de la sécurité. Donc oui, si nous augmenterons la présence humaine, je l'ai dit, je ne sais pas, vous êtes peut-être un peu sourd, Monsieur Lacroix, donc je l'ai dit, nous augmenterons la présence des effectifs de la brigade municipale, mais tous les médiateurs, et ils ont un rôle éminemment important à jouer. Et ce n'est pas juste des nounous, comme vous dites. Donc oui, voilà. Et il faut, je plaiderai, je pense, et là je salue l'action de M. Kéros avec d'autres maires de l'agglomération, c'est-à-dire il faut appeler à renforcer la police nationale et les moyens de faire des enquêtes. Parce que la justice a vraiment besoin de moyens. Donc en fait, il ne faut pas que les effectifs qui manquent en termes de police nationale soient compensés par les finances publiques locales. Donc j'appellerai je ferai comme vous avez fait, je pense là-dessus, de mes voeux à ce qu'on augmente encore plus la police nationale et pas la police municipale sur les frais des Martinérois. Les moyens pour les enquêtes, c'est aussi développer la vidéosurveillance qui peut servir à résoudre des affaires. Alors la vidéosurveillance, vous me confirmerez, Monsieur Kéros, mais pour moi, elle est déjà très largement développée. Il y a plus de 50 caméras sur Saint-Martin-d'Air. Il y a l'agglomération qui a tout un centre de coordination qui fonctionne en lien avec la justice. Maintenant, ça a été mis en place ces dernières années. Oui, je le répète, je préfère des policiers, des médiateurs dans les rues plutôt que des policiers qui s'ennuient fermement à surveiller les caméras de surveillance.
David Kéros, on manque de personnel pour assurer la sécurité des Martiniérois. Avant toute chose, je suis obligé de réagir aux propos de M. Lacroix qui se permet d'apporter des jugements moraux sur mes colistiers. Donc, il se garde ses remarques. Le peuple français sur la France insoumise. Je suis désolé. Non, mais c'est hors de propos. Seule la justice peut qualifier d'antisémitisme ou de racisme des personnes. Il y a des journalistes qui ont qualifié la France insoumise. Ça les regarde. Et la France insoumise. Glucksmann, c'est quoi? Si je dis Glucksmann, si vous pouviez ne pas m'interrompre, s'il vous plaît, je note simplement que vous avez une vision à géométrie variable de la délinquance en France et à Saint-Martin-d'Air. Voilà, Madame Le Pen, c'est bien elle qui est poursuivie aujourd'hui et qui a été condamnée pour Madame Le Pen ne développe pas des pendules en bas des... fait de détournement de fonds publics. Vous étiez intéressé par la question des finances publiques. Madame Le Pen a été déclarée coupable de détournement de fonds publics et les fonds publics qu'elle a détournés auraient été bien utiles au développement de politiques publiques. J'en viens maintenant à la prévention de la délinquance, puisqu'on parlait de sécurité au singulier ou au pluriel. En revanche, il s'agit d'un sujet sérieux. Saint-Martin-d'Air a été une des premières villes à constituer un conseil local de la sécurité, qui est devenu conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc c'est bien la prévention de la délinquance qui est au cœur des politiques que je porte depuis maintenant plusieurs années. Et effectivement, le mandat que j'ai porté, que j'ai mené, j'ai veillé avec l'ensemble de ma majorité, même si effectivement il peut y avoir des sensibilités différentes sur les moyens à développer. Mais ce qui compte, c'est que la majorité s'exprime, un conseil municipal est souverain au travers de sa majorité. Et c'est ce qui s'est opéré, c'est un maire ensuite, il doit prendre des responsabilités, notamment sur l'armement. J'ai pris mes responsabilités, c'était un arrêté que je devais signer et que j'ai signé pour un objet. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. C'est constitutionnel, donc la légitime défense consiste pour des agents assermentés de protéger des citoyennes et des citoyens, mais de se protéger eux-mêmes lorsqu'il y a des sujets, attention, qui montent fortement. Bien. Alors pour ce qui concerne la police municipale, avec Madame Sigrid Thomas, j'allais dire que la vision que peuvent avoir messieurs Saou et Lacroix, elle nous paraît excessive, elle nous paraît déconnectée. En fait, vous avez une vision qui est déconnectée de la réalité de Saint-Martin-d'Air. Je dirais une vision hors sol, mais c'est pas étonnant parce que à Saint-Martin-d'Air, vous n'y êtes que très peu et visiblement vous n'y habitez pas. Donc la réalité, c'est qu'à Saint-Martin-d'Air, je viens venir sur la question du narcotrafic, parce que c'est vraiment le sujet essentiel aujourd'hui de la protection des populations. Eh bien, il y avait à Saint-Martin-d'Air, en début de mandat, 3 points de deal. Il n'y en a plus. Donc, j'y vois la preuve que le fait d'avoir augmenté les effectifs de police d'une dizaine d'effectifs à une vingtaine aujourd'hui, on est sur un bon dimensionnement. Et on viendra dans un instant sur la question de la fiscalité et des moyens. Le doublement des effectifs de police, ça veut dire à peu près mobiliser 2 millions d'euros par an en matière de sécurité publique. Et la question, c'est qu'avec 2 millions d'euros, la ville est en déficit. Clairement. Plutôt 1 million d'estimation pour 20 agents en plus. Alors, et nous avons un budget de 90 millions, c'est-à-dire 1%. Je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Un poste, c'est à peu près, un poste de policier municipal, c'est la masse salariale, c'est à peu près 60 000 euros par an. Donc voilà, lorsqu'on en embauche 10, ça fait 600 000. Voilà, bien. Ça fait 1,2 million. Alors, si ce n'est que vous oubliez tous les frais de formation et si on double les effectifs de police, il faut les accueillir de bonne manière dans des locaux adaptés. Donc là aussi, ça nécessite des investissements. Mais voilà, en tout cas, votre programme... Très bien. Enfin, j'allais dire que vous êtes des candidats qui se permettent beaucoup d'inexactitudes. En revanche, j'ai étudié avec beaucoup de précision vos programmes. En fait, ce que je peux traduire de vos propositions, c'est que le budget municipal est en déséquilibre la première ou la deuxième année pour ce qui vous concerne. Pour revenir à des choses plus explicites sur la sécurité, effectivement, il convient d'avoir une police municipale qui est bien dimensionnée. C'est le cas à Saint-Martin-d'Air. Et il convient d'être revendicatif vis-à-vis des gouvernements. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai été amené à rencontrer 3 ministres de l'Intérieur. Et effectivement, je leur ai demandé plus d'effectifs et j'ai obtenu gain de cause puisque la circonscription de police nationale, donc
autour de Grenoble a été augmenté de plus de 60 effectifs depuis 2020, on va dire. Donc là, clairement, les élus locaux doivent aussi rappeler la compétence régalienne de l'État. Et c'est bien sûr, et quand je parlais du démantèlement des 3 points de deal, c'est clairement avec une bonne coordination que nous avons pu obtenir ces résultats. Non, mais pour être clair, je suis très heureux d'avoir un maire ou sa première adjointe qui sont bougés pour le narcotrafic. J'avais regardé une de vos interviews sur le sujet. On sentait que vous aviez une vraie conviction, une vraie détermination là-dessus. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je suis très content de ça. Moi, ce qui me satisfait, c'est quand je demande à monsieur le maire pourquoi il est soutenu par LFI, qu'il n'arrive pas à voir le problème. Ça ne me satisfait pas. Ce qui me satisfait, moi, c'est quand on parle sécurité sans S, tout d'un coup, on rajoute un S, et la sécurité écologique, la sécurité ci, la sécurité là. Ce sont des problèmes évidemment importants, personne ne le nie. Mais quand on parle de la sécurité, c'est concret. C'est quand il y a un point de deal, madame la première adjointe, elle est quand même rendue physiquement, elle n'a pas fait entre guillemets du social, non, elle a fait une présence pour montrer la présence de l'État et de l'autorité. Et c'est pas plus compliqué que ça, ma vision et ma philosophie sur le problème. Je pense qu'on a compris de toute façon vos approches effectivement philosophiquement assez différentes sur ce sujet de la sécurité. Paul Saoud, vous évoquiez parmi les sécurités la santé. Pourquoi rapprocher la santé de la sécurité ? Alors, je vais déjà quand même me permettre de répondre aux polémiques puisqu'elles ont été lancées. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer, mais pour écouter les habitants. Quand on est sur le terrain, on sait très bien que les points de deal n'ont pas disparu, ils ont simplement été déplacés. La rue du Docteur Fayola est le nouveau point de deal Martinez-Roy. Et les choufs donnent l'adresse du nouveau point de deal sur leur ancien point de deal. Donc j'y étais dimanche dernier. Je suis simplement passé dans la rue et j'ai assisté à cette scène assez hallucinante où on me donnait même les coordonnées sur Google Maps du nouveau point de deal. Mais le narcotrafic est de toute façon un problème très difficile à combattre, ça j'en suis convaincu, et je sais que personne n'a la baguette magique. On a quand même supprimé dans le cadre des sécurités les postes de médiation, on a supprimé les MJC. Alors, dans les sécurités, j'insiste un petit peu, mais si on écoute les habitants, si on discute avec eux, ils évoquent fortement cette problématique pour leurs jeunes de ne plus avoir accès. Qu'est-ce que font les jeunes quand ils s'ennuient ? Ils créent un phénomène d'incivilité. Revenons-en à l'accès aux soins. Alors, pourquoi l'accès aux soins est une sécurité ? Parce que quand on ne trouve pas de réponse, le délai moyen de rendez-vous chez un médecin généraliste maintenant est d'à peu près 3 jours. Là aussi, c'est une problématique nationale. Se sont développés pour répondre à cette problématique des maisons de garde, des centres de soins programmés à but lucratif, la téléconsultation dans les pharmacies, beaucoup d'outils. Quand on est à la tête d'une municipalité, moi je me propose de créer un centre de santé de soins non programmés municipal. Ça c'est pour répondre à la problématique de tous les habitants ne trouvant pas de place chez leur médecin traitant ou alors avec un délai d'accès aux soins trop long. C'est valable également pour d'autres personnes que ceux de la commune, puisqu'on ne peut pas fermer la santé sur une commune. Mais la proximité, je la connais bien. Quand on rapproche des quartiers les plus défavorisés la santé, on a une meilleure efficience. Et les quartiers défavorisés, c'est 30% de prévalence de maladies chroniques en plus. Donc c'est 30% d'urgences supplémentaires qui encombrent nos services d'urgence. On peut y remédier, les solutions sont simples, sont connues. Personne n'est là pour les mettre en application. Moi, j'essaie de les mettre en application. Ça ne se fait pas tout seul. C'est un cap qui est parfois difficile à tenir. Mais avec des hauts et des bas, les choses avancent. Donc, dans le domaine de l'accès aux soins, ce centre de santé de soins non programmés municipal, je le veux aussi polyvalent, parce que dans les urgences médicales, il y a aussi un thème qui est bien connu, qui est celui de la santé mentale, qui est une forte expression de la part des Martinez-Roy. Ils sont totalement dépourvus devant ce problème de santé mentale. Il est devenu quasiment impossible de trouver une place chez un psychiatre sur l'ensemble de la métropole. Il y a beaucoup d'urgences en santé mentale, elles sont méconnues. Mais la notion d'urgence est très prégnante dans la population. Donc combattre les insécurités dans santé mentale, c'est aussi combattre une des insécurités que manifestent les habitants. Un centre de santé municipal, ça veut dire que les médecins, les soignants sont salariés de la ville ? Comment ça s'organise ? Alors, pas salariés de la ville, salariés de l'association qui est créée pour porter ce projet.
Et c'est donc l'association qui encaisse les sommes perçues par les médecins, mais ce sont effectivement des médecins salariés. C'est un modèle qui est plus attractif pour une partie de la nouvelle génération de médecins, qui leur permet de retrouver un cadre de vie plus agréable, une vie peut-être plus apaisée que celle que j'ai connue moi dans mon exercice professionnel. Sigrid Thomas, il y a des choses à faire sur la santé à Saint-Martin quand on est maire, parce que c'est un sujet national où l'élu d'une commune n'a pas forcément autant de leviers que sur d'autres thématiques de la vie locale. Vous avez raison, Thibault, de rappeler que c'est un partenariat national aussi local sur tout ce qui est les centres de santé qui viennent d'être évoqués. Et donc Cyrielle Châtelain combat, j'ai envie de dire, à son niveau pour assurer les financements qui vont bien pour que nos centres de santé implantés à Saint-Martin-d'Air et ailleurs maintiennent leur budget. Et au niveau local, bien sûr qu'on a des choses à faire, mais au-delà des centres de santé, il faut rappeler que les déterminants santé, c'est 70% autre chose que l'accès au docteur. Enfin, voilà. Donc, comme M. Saoul l'a rappelé, dans certains endroits, il y a plus de problèmes d'accès. Et pourquoi ? Parce que justement, les problèmes de santé sont multifactoriels. Ils sont liés à l'eau qu'on boit, ils sont liés à l'air qu'on respire, ils sont liés à l'accès à la nature ou pas, ils sont liés à notre environnement économique, socio-économique. Ils sont liés à tellement de choses qu'en fait, j'ai vraiment envie de m'inspirer du travail qui a été fait par les Grenoblois, l'actuelle majorité en place, qui a fait tout un travail d'analyse entre la santé et l'urbanisme, entre la santé et l'habitat. Et en fait, il y a vraiment des choses très intéressantes qui ressortent et qui ont été ensuite appliquées dans des chartes en fait, d'aménagement de nouvelles zones concertées. Et pour en citer peut-être un seul parmi ça, c'est que le lien entre le bruit et la santé mentale est vraiment très fort. Donc, c'est pas intuitivement comme ça, on le pense pas, mais en fait, ça a vraiment été montré par ces études. Donc, il faut travailler l'urbanisme, il faut travailler, on le sait, quand on se déplace activement, quand on prend son vélo, qu'on est à pied, et que quand on a des trajets à faire, si on les fait activement, si on marche une demi-heure par jour, c'est déjà tellement mieux en termes de santé. Donc, il faut donner, en termes d'urbanisme, envie aux gens de pouvoir aller faire leurs courses, aller se promener et que ce soit agréable et qu'on ne soit pas juste dans un environnement urbain où, en fait, on ne fait que traverser en prenant sa voiture. Donc, il faut vraiment agir sur tous ces leviers, eau, air, enfin, vraiment tous ces leviers-là qui font qu'en fait, on reste en bonne santé. David Queyros, sur le sujet de la santé, il y a d'autres communes de l'agglomération qui ont mis en place des centres de santé sur le fonctionnement qu'évoquait Paul Saoul. C'est des axes sur lesquels vous avez des projets ? Alors, on travaille très sérieusement sur le sujet. Je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une problématique nationale, la question de la santé pour tous. Et effectivement, les maires sont de plus en plus sollicités sur ces sujets-là. Nous prenons part à l'effort de manière cohérente et concertée. Nous avons construit un contrat local de santé dans sa deuxième version. Donc là aussi, de la même manière que pour les autres politiques publiques, on est clairement sur une bonne coordination avec ce qu'on appelle les organismes de tutelle, l'agence régionale de santé et bien sûr la caisse primaire d'assurance maladie. Je suis surpris d'une des propositions d'un des candidats qui consiste à créer d'autres structures alors que une autre structure, le centre de santé de l'Étoile, est en cours de redressement judiciaire. Donc voilà, c'est un petit peu curieux à la fois de peut être présent et peut être mobilisé et de ne pas avoir eu une attitude sincère vis-à-vis de l'autorité qui est la commune de Saint-Martin-d'Air pour bien indiquer quelle était la situation financière de ce lieu-là. Donc nous avons accompagné ce centre de santé de l'Étoile de médecine secteur 1, donc une médecine qui est vraiment une médecine de forte proximité. Nous l'avons accompagné à hauteur de 170 000 € et jusqu'à la fin de l'année 2025,
il était encore question que la commune accompagne. Et puis voilà, le docteur Saou a indiqué que fin 2025, qu'il n'avait plus besoin, début 2026, qu'il n'avait plus besoin des concours de la collectivité, puisque le schéma économique était serein. On a appris 19 janvier, je crois, que l'Assemblée générale de l'association, puisqu'il est question, certains veulent créer des associations médicales, il était question, donc cette association Centre de santé de l'Étoile, en tout cas l'Assemblée générale a prononcé la demande de redressement judiciaire. Donc on est vraiment là dans une situation, j'allais dire, quand on veut créer, il est utile. Il y a deux notions importantes, la sincérité et la confiance. Donc moi je suis tout à fait encore mobilisé pour accompagner ce centre de santé de l'Étoile pour qu'il puisse perdurer. Mais voilà, on ne liquide pas d'un côté pour créer de l'autre. C'est pas une conception qui est sérieuse. Pour en revenir aussi à la lutte en faveur de la santé pour tous, j'étais en début février aux côtés des médecins qui se sont mobilisés contre la réduction des moyens pour ce qu'on appelle les SECPA, les structures d'exercice coordonné participatif. Donc il y avait un fort risque que ces structures soient mises à mal. Eh bien, les médecins se sont mobilisés dans le quartier Renaudie, justement. Ce centre est voisin du centre de santé de l'Étoile. Et donc nous sommes mobilisés avec des habitants. D'ailleurs, j'ai écrit à la ministre et voilà, au travers de cette mobilisation, la ministre m'a répondu fin février que les moyens ne seraient pas réduits, en tout cas en 2026. Donc il convient de rester vigilant sur ce sujet. Je parlais en matière de développement économique de structures qui allaient se développer, notamment des start-up. Eh bien, ce qu'on appelle les medtech, autrement dit les techniques de pointe, de nanotechnologie en matière de santé, seront présentes et vont se développer à Saint-Martin-d'Air. C'est vrai sur le secteur est de l'avenue Gabriel-Péry, avec une entreprise qui s'appelle Doliam, qui est vraiment très investie dans ces medtech. Il y a aussi un autre projet qui est porté par le domaine universitaire, l'université Grenoble-Alpes, avec cette volonté de créer un centre qui s'appelle Nucléalpes, autrement dit un centre de recherche et de traitement de deux cancers en particulier, celui de la thyroïde et de la prostate. Donc ce sera une médecine de secteur 1 encore, donc voilà, sans dépassement d'honoraires. Donc là, on est vraiment sur des développements de cette nature-là qui sont prononcés. A été évoquée la question de la santé mentale. Là aussi, il y a deux bonnes nouvelles, une qui est connue et une que j'ai eue plus récemment. Juste à côté de la clinique Beldon, un bâtiment est en train de se construire. Et donc, ce bâtiment va accueillir le nouveau centre lié à la lutte contre les addictologies. Donc, c'est porté par le CHU et le CHE. Bon, il y a beaucoup d'acronymes, centre hospitalier universitaire, et le CHE, c'est centre hospitalier Alpes-Isère. Donc, autrement dit, tout ce qui a trait à la santé mentale. Donc, développement de cette offre de soins de proximité. Et également, sur ce même endroit, ce pôle de santé à proximité de la clinique Beldon, le promoteur investisseur, dans ses liens et dans ses relations, a bon espoir qu'un cabinet d'une dizaine de dentistes, de chirurgiens dentistes, vienne s'installer ici même. Donc clairement, Saint-Martin-d'Air est très bien doté. Alors bien sûr, lorsqu'on décroche le téléphone et qu'on demande à avoir un médecin qui nous soigne dans l'heure, c'est tout le temps un petit peu délicat. En revanche, Saint-Martin-d'Air n'est pas un désert médical et Saint-Martin-d'Air progresse du point de vue de l'activité santé. Paul Saou, pour rebondir sur le centre de santé de l'Étoile qu'évoquait David Queiroz, qui laisse entendre que le modèle économique de ces structures est peut-être pas aussi fiable, pérenne qu'on peut l'imaginer. Alors c'est une structure nouvelle qui a ouvert en juin 2021. C'est une problématique des centres de santé qui est bien connue. Il faut un certain temps pour exister. Il y a eu la crise sanitaire qui a bloqué beaucoup de choses. Il y a eu des choses que monsieur le maire connaît très bien au niveau de la CPM, notamment. Nous sommes en quartier politique de la ville, donc une de nos premières volontés a été d'appliquer le tiers payant intégral, puisque une étude faite par l'IGAS montrait que le tiers payant intégral dans les quartiers politiques de la ville permettait de mieux se soigner. Contrairement à une idée reçue, dans ce cadre-là, la gratuité totale permet un meilleur accès aux soins et permet aux patients de mieux se soigner. Tout cela, ce sont des expériences qui sont riches, qui évoluent. Nous sommes actuellement toujours en relation avec l'association Gaïa qui nous accompagne.
Ce redressement actuel est fait dans un but, d'ailleurs, proposé par moi-même, qui suis resté président de l'association, proposé à l'ensemble des salariés, voté à l'unanimité par l'ensemble des salariés pour nous permettre de passer un cap. Je déplore ces polémiques puisque notre standard, qui explose déjà à hauteur de 800 appels par jour, a été submergé à l'idée que de cette polémique qui a connu une certaine notoriété pendant un très court laps de temps. Notre standard a explosé en nous disant qu'on allait fermer. Donc le centre de santé ne fermera pas, les solutions sont en cours. Ce sera pérenne, et c'est bien parce que c'est pérenne que l'on veut développer un nouveau modèle. Pour en revenir sur l'accès aux soins, c'est un des thèmes prioritaires pour de nombreuses personnes et les personnes âgées. Il ne faut pas les oublier. Une grande problématique pour des personnes âgées qui n'ont plus de médecin traitant depuis maintenant des fois 2 à 3 ans. Nous avons été un des pionniers pour le mieux répondre aux services d'accès aux soins. Nous avons été un des pionniers aussi pour reprendre en coopération avec les autres structures que sont la communauté professionnelle territoire santé qui a été évoquée tout à l'heure, ainsi que la CEPAM sur les listes de personnes âgées prioritaires n'ayant plus de médecin traitant. Donc nous sommes des pionniers dans ces actions-là. Nous allons continuer à le faire. Les polémiques ne sont pas celles des Martinérois. Les seules choses que ressentent les Martinérois, ce sont à nouveau des inquiétudes. Ils n'ont pas besoin de ça. À l'idée qu'on va leur fermer un centre de santé, ça n'a jamais été évoqué. C'est, je dirais, de l'ordre du fantasme. Je suis bien placé pour connaître les réalités de ce centre puisque j'en suis le président. Je l'ai toujours accompagné. Je continue à le faire de façon très active. Très bien. Alexandre Lacroix. L'échange qu'on vient d'avoir est extrêmement intéressant, révélateur. C'est-à-dire que la santé, c'est, avec la sécurité, la priorité numéro 1 des Français et des Martinérois. En effet, par définition, la santé, c'est quand même, ça nous concerne tous. Si on n'est jamais, même une personne en bonne santé n'est pas à l'abri d'un accident de la vie ou d'une maladie chronique ou enfin, des choses que je ne souhaite à personne. Donc, c'est vraiment une thématique qui revient beaucoup. Il s'avère qu'à l'échelle municipale, par définition, c'est pas la commune la plus compétente. Ça doit être un acteur important, mais c'est pas normalement l'acteur clé sur ce type de problématique. Et du coup, en écoutant les uns et les autres, là, j'ai pu voir les différentes solutions qui ont été trouvées. Donc, on a la solution associative, créer un centre de santé associatif. On a pu voir, alors je ne suis pas expert du centre de santé de l'Étoile, mais en effet, visiblement, les problématiques que ce type de fonctionnement peut révéler ou pas, si c'est fondé ou pas. Mais en tout cas, voilà, tout le monde a lu l'article dans le Dauphiné Libéré, tout le monde a lu votre démenti. On a eu l'échange qu'on a eu avant. Dans la gestion, ça peut poser des problèmes. Alors après, on a les éléments de Madame Thomas sur la santé mentale, comme on parlait des sécurités tout à l'heure, là on parlait des santé avec un S, donc le thème, on le fait un thème englobant, mais concrètement, une commune, l'urbanisme, on veut utiliser toutes les compétences pour l'articuler autour de la santé, mais on ne trouve pas de cadre véridique. Et au final, c'est dans l'intervention de Monsieur le maire où, à la fin, malgré tout, il y a la seule solution en vrai sur le long terme qui peut être pertinente pour une commune, c'est l'attractivité. En effet, une commune qui est attractive, c'est une commune qui fait venir des médecins en profession libérale, c'est une commune qui fait venir aussi, comme vous l'avez dit, des sociétés, des start-up médicales qui font venir aussi des médecins. Donc c'est, au final, si on veut pas se diluer dans qu'est-ce que peut faire la commune, parce que sinon, c'est, comme la santé c'est important, on va mettre beaucoup dans des associations, on va peut-être mettre beaucoup, dans la guerre, ça se faisait dans des régies publiques de centres médicaux, ce qui coûte très cher, alors qu'au final, une vraie politique d'attractivité, comme elle commence déjà à s'inaugurer, j'ai envie de dire, c'est là où on a pour moi la solution, quoi. Avoir tout simplement, si les gens qui font médecine à la tronche, ou d'ailleurs ailleurs, mais je prends la tronche parce que c'est à côté, à la fin ils disent, tiens, je m'installerai à Saint-Martin-d'Air parce que c'est, je sais pas, le prolongement du Grésivaudan après Mélan, la tronche, Saint-Martin-d'Air, voilà, c'est une réputation d'être une commune agréable à vivre, sympathique, attractive. Je peux vous dire que sur le long terme, c'est là où on réglera le plus l'accès aux soins pour les habitants et les problèmes de santé qui sont inhérents. Très bien. Alors, il nous reste quelques minutes encore. Sigrid Thomas, vous êtes un petit peu en retard par rapport aux temps de parole. Il n'y a pas non plus un gros écart, mais je sais qu'il y a un thème que vous vouliez aborder, c'est la démocratie locale. Pourquoi cette thématique? Est-ce que vous avez comme proposition particulière à faire là-dessus? Sur la démocratie, la participation, la transparence, oui, je pense que c'est la transparence, c'est le socle de la confiance. C'est le socle de la
co-construction avec les Martinérois. Et c'est par l'expression et la mise en accès en fait des données qu'on peut aussi porter une vision. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport à Gabriel Péry, où je pense qu'il y a ce manque de vision, il y a ce manque d'échange, il y a ce manque de concertation. Je pourrais aussi l'évoquer dans d'autres domaines. Je ne sais pas si on aura le temps de venir sur la culture, mais je pense aussi, par exemple, sur ce sujet-là, qu'il y a vraiment des choses à faire en transparence aussi. Et on veut vraiment accroître la capacité d'agir des Martinérois en leur proposant d'être acteurs dans des chantiers participatifs, en allant chercher aussi chez les jeunes leurs propositions et leurs envies en fait de faire, en les écoutant et en leur donnant les moyens d'être autonomes dans leurs propositions. Donc effectivement, ça a été évoqué, la perte de la MJC a laissé un vide sur un ensemble d'activités, notamment pour les jeunes. Donc ce que j'aimerais mettre en place avec mon équipe quand on sera à la mairie, c'est faire une grande concertation avec les associations, le monde associatif, pour faire un bilan de ce qui marche, ce qui ne marche pas, et réfléchir aussi avec eux aux solutions qu'on peut mettre en place pour que ça marche mieux, un peu en méthode un peu plus agile. Et aussi évaluer avec les jeunes, notamment, ce qui manque un peu en termes d'activité et susciter dans ces associations, dans ces collectifs qui existent, l'envie de proposer des nouvelles actions qui permettent aux jeunes en fait, de s'exprimer aussi par eux-mêmes. Ça peut être par exemple par des préaux sportifs aussi. On souhaite essayer de reprendre les structures existantes et de les aménager le plus possible pour fournir davantage de services. Donc, ça peut être dans les gymnases aussi. Il y a eu des expérimentations sur Grenoble, notamment, d'ouvrir les gymnases le week-end jusqu'à tard, jusqu'à minuit, 1h, pour que les jeunes, en ayant un dispositif d'accompagnement, puissent s'exprimer et proposer leurs activités et faire dans les gymnases ce qu'ils souhaitent. Et j'aimerais aussi insister sur le fait de faire en outdoor, à l'extérieur. On a la colline du Mûrier qui est trop peu connue, qui est trop peu utilisée. Et il faudrait vraiment qu'on permette à tous les Martinérois de pouvoir y aller en mode doux, à pied, à vélo, et puis qu'on permette aussi à nos jeunes qui ont cette énergie des fois un petit peu débordante de pouvoir aller s'exprimer sur la colline du Mûrier. Quand vous évoquez à plusieurs reprises le terme transparence, vous sous-entendez qu'il n'y en a pas ou pas assez de l'équipe en place ? Oui, je pense que vous avez bien compris, oui. Pourquoi, à quel niveau la commune cacherait, entre guillemets, des choses selon vous ? Alors, je ne prête pas cette intention-là complètement, mais oui, en tout cas, il y a vraiment besoin, de davantage de transparence. Bon, David Queiroz, sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous... Avec mon équipe, on est tous les jours sur le terrain et la transparence, on l'apporte tous les jours à tous les acteurs associatifs, culturels, sportifs, d'éducation populaire. Bon, déjà, sur la question de la MJC, c'est une association qui ne fonctionnait pas ou qui fonctionnait mal. Nous avons dénoncé la convention, donc si bien qu'il s'agissait pour nous de réorganiser le service en interne, donc en régie directe, donc avec des agents municipaux. C'est chose faite. Donc les jeunes Martinérois ont, sur les 4 maisons de quartier, la capacité de rencontrer des éducateurs qui les accompagnent sur bien des dimensions, sur des projets qu'ils peuvent porter, des projets d'ailleurs, il y a des fonds de participation des habitants. Voilà, j'allais dire, la vie démocratique à Saint-Martin-Air, elle fonctionne parfaitement, donc il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. Alexandre Lacroix, la transparence, moi, alors en lien avec le bon usage des données publiques, j'ai signé la charte de la transparence citoyenne de l'association Transparence citoyenne, qui est l'association qui a mis en avant à l'échelle nationale les notes de frais exorbitantes de Anne Hidalgo à Paris. Et par cet engagement, je me suis engagé à limiter tout ce qui serait mes frais en tant qu'élu, à mettre en open data évidemment toutes les dépenses qui seraient liées à ma fonction d'élu, à permettre à favoriser au maximum le droit d'accès des citoyens à la documentation. Donc c'est un sujet assez sérieux, surtout quand il s'agit de deniers publics. Après,
je suis toujours curieux. Donc là, on est sur le thème, on va dire, transparence et démocratie. En matière de démocratie, c'est toujours curieux, on va dire, d'avoir des leçons d'avant-garde de personnes qui sont opposées. C'est pas pour venir absolument anerpique, mais pendant 20 ans, avec toutes les procédures possibles et imaginables à l'aboutissement de ce projet, alors qu'en 2008, 2014 et 2020, les Martinez-Roy, même si je n'acquiesce pas entièrement à la politique d'un édile communiste, avaient sur cette question clairement exprimé leur avis. Et donc c'est toujours curieux. En général, les gens qui demandent de la transparence, ils demandent surtout de pouvoir faire des procédures qui peuvent être utiles, ça je ne nie pas. Mais souvent, et c'est le cas particulièrement des écologistes, au détriment de la volonté souveraine des gens quand ils votent. Vous voulez répondre, Cyril Thomas? Non, bon. La polémique. Non, je pourrais rajouter que sur la culture, par exemple, Monsieur Kéros, vous aviez mis dans votre programme il y a 6 ans le centre Éric Satie. Pendant 6 ans, il ne s'est rien passé. Je fais partie de l'association des parents d'élèves et des amis du conservatoire. Nous n'avons jamais été informés d'un quelconque projet. Il faut qu'on chatouille, j'ai envie de dire, sous les pieds le personnel de l'école de musique pour avoir un petit peu d'informations qui nous le donnent dans les couloirs. Donc, en 6 ans, nous n'avons jamais été sollicités. Donc oui, il y a des manques. C'est pas possible de faire un futur conservatoire sans discuter avec les associations qui sont directement concernées. Chaque chose en son temps. L'ouverture de la concertation autour de la reconstruction du conservatoire va s'opérer. Vous noterez également, comme moi, que des travaux ont été effectués pour, j'allais dire, dans le cadre de l'agenda programmé de l'accessibilité, des travaux ont été faits sur le conservatoire. Nous avions effectivement, à partir du moment, vous l'avez évoqué, hein, c'est une nécessité, le conservatoire doit évoluer, doit être modernisé. Il y avait d'autres chantiers à porter, des rénovations d'écoles, et juste à proximité, l'école Vaillant-Couturier, l'école Péry, l'école Langevin qui va être reconstruite et livrée en septembre 2026. C'est vraiment pas une volonté pour moi de cacher quoi que ce soit. Ce qui importe, c'est vraiment le juste à temps, j'allais dire citoyen, politique, et bien sûr que les acteurs culturels sur la notion de rénovation du conservatoire seront consultés, ça c'est une évidence. Paul Sao, pour finir sur ce sujet de la démocratie participative, Cyril Thomas évoquait le fait de mieux intégrer la population. Est-ce que les gens sont demandeurs? Parce que des communes mettent en place des structures participatives et puis on n'a pas forcément toujours un engouement de la population pour s'impliquer dans ce type de structure. Alors oui, dans les échanges que j'ai eus avec les Martinez-Roy, notamment la jeunesse est très demandeuse. Donc les maisons de quartier sont là, elles existent, il faudrait les dynamiser, il faudrait que ce soit des actions concrètes. Donc nous proposons de remettre des élus de secteur dans chaque maison de quartier pour qu'il y ait une véritable écoute, que ça soit remonté au niveau du maire. Je pense que pour la démocratie au niveau des agents municipaux, c'est un élément également très important. C'est une des remontées de terrain que j'ai beaucoup entendues, le manque d'écoute, le manque d'association des agents municipaux dans les actions d'amélioration qui peuvent être portées au niveau de la commune. Donc je reprends peut-être ma méthode de médecin, d'écouter, de diagnostiquer, d'essayer d'apporter les remèdes. Et puis quand un remède ne marche pas, bien, il faut se poser la question de pourquoi il ne marche pas et essayer de trouver quelque chose de plus adapté. Très bien. Bon, je regarde mon chronomètre. Vous êtes pratiquement tous dans la même minute. Donc, ce que je vous propose, parce qu'on a quand même balayé la plupart des thèmes qu'on avait évoqués en début d'émission, c'est de passer à la conclusion. Il vous reste chacun une petite minute. On avait tiré au sort l'ordre de prise de parole. C'est Alexandre Lacroix qui a été le numéro 1. Le regagnant de voilà, donc c'est vous qui pouvez commencer cette conclusion. Bien, écoutez, je propose aux Martinez-Roy, les 15 et 22 mars prochains, de voter pour la liste d'Union de la droite et du Rassemblement national que je conduis, qui s'appelle Une ambition pour Saint-Martin-d'Air. En votant pour une ambition pour Saint-Martin-d'Air, vous votez pour la sécurité. C'est notre priorité numéro 1, c'est aussi la vôtre, nous le savons. C'est la première des libertés et c'est la condition sine qua non de toute politique ambitieuse pour notre ville. Voter pour une ambition pour Saint-Martin-d'Air, c'est voter pour aussi de l'attractivité de notre commune, avec une commune qui défendra les entrepreneurs, les commerçants, les jeunes actifs, en maîtrisant ses dépenses
et surtout en essayant au maximum de faire baisser de manière substantielle sa fiscalité. Surtout, en votant pour une ambition pour Saint-Martin-d'Hers, c'est voter pour la clarté. C'est une ligne qui est totalement cohérente entre ses choix locaux et ses choix nationaux. C'est une ligne où on n'a pas à attendre une évolution pragmatique de mentalité ou bien l'air du temps pour agir sur les grands sujets qui vous tiennent à cœur. C'est donc une ligne qui mettra en place une ambition pour notre commune, si vous en décidez ainsi, les 15 et 22 mars prochains. Merci Alexandre Lacroix. David Queiroz, c'est vous qui avez tiré le numéro 2. Merci. Chers Martinérois, j'ai tenu tous mes engagements auprès de vous. J'ai également su conjuguer ambition de notre ville et réalisme. La preuve, la ville va bien, les services publics sont diversifiés et de qualité sont bien organisés. Les finances sont saines. Comptez sur moi, sur mon équipe pour continuer à vous représenter avec sérieux et détermination. Nous amplifierons, je l'ai indiqué, le développement économique et l'animation de la ville au travers de politiques culturelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour indiquer que parmi les fiertés, on a parlé de NERPIC, une des fiertés du mandat, c'est d'avoir obtenu le label Ville 100% éducation artistique et culturelle, donc des politiques culturelles auxquelles je suis particulièrement attaché avec mon équipe. C'est vraiment cette démarche qui nous permettra d'affronter les crises. On ne l'a pas évoqué, mais clairement aujourd'hui, l'inflation est galopante. Donc cette démarche qui nous permettra d'affronter cette nouvelle crise de l'inflation de manière sérieuse, en favorisant la création d'emplois et notamment 1 million d'euros d'investis à Saint-Martin-d'Hers. J'évoquais les 80 millions d'euros. Eh bien, ça permet aujourd'hui à 20 emplois des bâtiments et travaux publics de pouvoir vivre. Face aux inégalités qui progressent partout en France, je vous propose de faire de Saint-Martin-d'Hers une ville générant de la sécurité sociale, une ville qui protège les habitants, une ville qui résiste et qui va chaque jour plus loin. Merci David Queiroz. Paul Saou, c'est à vous de conclure également. Eh bien, moi, je me base sur cette expérience professionnelle. Depuis plus de 30 ans, j'ai soigné les Martinérois, j'ai été à leur écoute, j'ai entendu les difficultés qu'ils rencontraient, qui allaient de façon progressive. J'ai cherché à apporter déjà les premières solutions en tant que médecin. Je suis là pour soigner également les problématiques de la ville. Je suis là pour écouter, pour faire des diagnostics partagés, proposer des solutions. Une seule chose me revient en tête, c'est la phrase d'une de mes patientes que j'ai croisée dans cette très riche campagne des municipales, qui m'a dit tout simplement « Docteur, on vous a confié notre santé et parfois notre vie. On peut vous confier notre mairie. » C'est une phrase qui m'a touché, qui m'oblige, parce que cette confiance, je veux la porter jusqu'au bout. Très bien, merci Paul Saou. On termine avec Sigrid Thomas. Eh bien, dans le contexte actuel de tensions géopolitiques qui amènent à des pénuries à venir de pétrole et de gaz, je veux réaffirmer l'urgence en fait de mener ici dans notre commune et avec la métropole toutes les actions que l'on peut pour arriver à notre indépendance énergétique et augmenter notre pouvoir de vivre. J'ai le plaisir de mener une équipe avec des compétences plurielles qui saura se mobiliser pour répondre à ces défis et qui souhaite vraiment construire avec vous et pour vous. Et on souhaite vivement une ville plus sécurisante, plus verte, plus animée, où on ose entreprendre. Oui, on ose entreprendre et où on prendra soin de chacun et chacune. Et je voudrais dire que mon équipe et moi, nous avons une colonne vertébrale claire. Nous mènerons une politique de gauche et écologiste. Et je vous invite à venir avec nous, être créatifs pour proposer le Saint-Martin-d'Hers de demain et oser. Et ce sera avec une méthode et un dialogue renouvelé entre vos élus, les agents municipaux, les associations, les jeunes, les moins jeunes. Et je vous remercie par avance pour la confiance que vous nous donnerez. Merci Sigrid Thomas, merci à tous les cadres d'avoir joué le jeu, de venir débattre comme ça en conditions de direct sur le plateau de TG+. On sera d'ailleurs nous en direct intégral à partir de 19h45 dimanche
15 mars et le dimanche 22 également pour vous faire suivre l'ensemble des résultats de cette soirée électorale en Isère. On s'intéressera évidemment aux villes de l'agglomération, mais même au-delà. Il y a plus de 500 communes iséroises qui vont choisir leur maire ce dimanche. Donc vous pouvez déjà prendre note. Vous retrouverez également tous les résultats sur notre site TG+, en instantané. Dès que la préfecture valide un résultat, il sera directement relié sur notre site internet. Et puis je vous souhaite une bonne fin de campagne à tous les quatre, puisqu'il reste encore quelques heures, quelques jours. Rendez-vous donc dimanche à 19h45 pour l'ensemble des résultats isérois.